Salut à tous, ici William Pérusse. Vous savez, depuis cette vidéo que j'ai faite sur l'essai pour la castration volontaire des pédophiles du docteur Pierre Mailloux, une idée s'est mise à me trotter dans l'esprit. Et je me suis dit, tiens, comme j'ai pas déjà suffisamment de projets entamés autant sur YouTube que dans le milieu littéraire, pourquoi ne pas me mettre à traiter également en vidéo d'essais que j'ai lus? Parce qu'il m'arrive d'en lire de temps en temps, c'est quelque chose que j'aime. Et surtout, des essais sur lesquels j'ai quelque chose à dire, qui permettent d'ouvrir un débat, de caler quelques blagues parfois, et d'approfondir ou d'argumenter avec l'auteur par le biais de ma vidéo. Évidemment, je le ferai pas sur tous les essais que je lis, parce que j'ai déjà lu des essais qui étaient assez vides, ou plutôt carrément anecdotiques, sur lesquels il ne me servirait strictement à rien de revenir. Et voilà comment a germé en mon esprit l'idée de faire cette vidéo. Et dans la dite dernière vidéo de ce type, donc, le sujet était un essai qu'on pourrait qualifier de médico-social. Aujourd'hui, par contre, je vais m'attaquer à ce que vous risquez de voir revenir le plus souvent dans cette série de vidéos, à savoir un essai social-politique. Sans de plus amples présentations, voici donc notre livre du jour. Il s'agit de l'essai « Où sont les femmes ?», écrit par Sophie Durocher. Qui est donc Sophie Durocher? Sophie Durocher est, entre autres choses, une chroniqueuse présente dans le paysage médiatique québécois depuis plus de 30 ans. C'est une personnalité assez bien connue. Mais ce n'est que depuis tout récemment que j'ai sérieusement commencé à m'intéresser à ses déclarations. Il m'est bien arrivé de lire quelques-uns de ses papiers auparavant, mais c'est vraiment tout récemment qu'elle a saisi mon attention. Surtout grâce à la sortie de ce livre, en fait. J'avais lu cet article publié en septembre 2023, où elle annonçait travailler sur un livre y promettant qu'aucun des néo-censeurs, surnommés les Sensitivity Readers, ne mettra la patte sur son ouvrage, ce qui était déjà en soi très rassurant. Curieux, j'ai donc gardé ça dans un coin de ma tête, puis j'ai oublié, puis je m'en suis rappelé, puis j'ai vu qu'il était sorti, je suis allé lire le résumé, puis je me suis dit « Ok, ouais, là, on tient de quoi ?» Je me suis empressé de me le procurer et de le savourer. Et Dieu que ce livre est bon. Déjà, le livre commence fort avec une brillante préface signée par le non moins brillant Mathieu Bock-Côté, qui dit les termes et qui, après un bref aparté sur sa vision du catholicisme qui diffère de celle de Sophie Durocher, achève sa préface sur ces mots. Deux personnes ne sont pas obligées de répéter les mêmes prières et de voir le monde intégralement de la même manière pour échanger, pour dîner ensemble, pour lever un verre, puis un autre, et encore un autre, à leur santé et au bonheur d'honorer la plus belle des traditions, celle des amis qui se retrouvent autour d'un repas pour refaire et défaire le monde tout à la fois. Autrefois, on appelait ça la civilisation. On appelait ça aussi l'amitié. Une vertu que ne cultivent plus vraiment nos contemporains qui ne tolèrent à leur côté que le même. Très juste et regrettable qu'on en soit arrivé là en tant que société, en seulement une simple poignée d'années qui plus est. Sans vouloir trop m'égarer et m'étaler, je dirais que le clivage politique entre pairs s'est creusé à la première élection de Trump en 2016. Attention, Trump n'est ni le problème ni la cause de ce fossé. Ce sont plutôt ses détracteurs qui ont l'émotivité d'un adolescent roi, incapable de gérer ses crisettes qui nous ont conduit à une ère de la réaction émotive qui prime sur l'analyse dérangeante mais sensée. Ensuite, le gouffre s'est lentement approfondi d'année en année. Mais bref, ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo éventuellement. Dans sa préface, Mathieu Bock-Côté nous promet qu'on ne ressortira pas indemne de cette lecture. C'est même carrément indiqué sur la 4e de couverture. Et ma foi, il a raison. Surtout si tu t'attendais pas aux deux menaces désignées par l'auteur. Là, tu risques d'encaisser le livre comme un coup de poing dans le ventre parce que l'auteur s'y attaque de manière très frontale. Expose de manière très directe ces deux intouchables de notre époque. C'est brave. Dès que l'auteur prend la plume, dès son introduction, elle est très éloquente. Et elle nous dit d'entrée de jeu que, pour reprendre ses termes, les femmes font face à deux offensives. L'une intégriste, l'autre progressiste. Avec quelques exemples à l'appui, qui ne manquent pas de frustrer tant leur nuisance est évidente
et ignorée par nos contemporains trop lâches, idiots ou complaisants. Avec une concision qui sert le pragmatisme de son ouvrage, Sophie Durocher étaye son propos d'exemple de recul, ou plutôt d'injustice commune, de la situation des femmes, ou plutôt de témoin d'un manque de considération à leur égard. D'abord, on a une situation assez particulière dont elle traite, le cas des tampons gratuits disposés dans les toilettes publiques. Et ce, uniquement depuis que des hommes commencent à s'identifier comme des femmes. Avant ça, nous explique-t-elle, toute femme devait se les procurer par elle-même, au magasin, avec son argent. Ou avec l'argent de son mari, parce qu'avant, les femmes, elles pouvaient pas travailler. Aujourd'hui, elles se les achètent avec l'argent des donations des puceaux qui regardent leur live stream sur Twitch en se crossant, parce que, la vie c'est de la marde, fait qu'autant se crosser sur une fille qui joue à Animal Crossing. Ce jeu-là porterait pas ce nom-là si c'était pas ça le but. Mais maintenant que certains hommes s'identifient comme des femmes, on décide de jouer à fond la carte des accommodements et de disposer des tampons gratuits dans des toilettes publiques, aux frais de l'État ou d'entreprises. Bref, des particuliers contraints dans ce cas-ci, pour pas se faire canceller après coup par une petite élite de timbrés aux cheveux bleus. En d'autres termes, quand les menstruations n'étaient qu'un truc de femme, personne se badrait de ça de leur donner des tampons ou des serviettes gratuitement. Mais maintenant qu'un paquet de bonhommes se présentant comme des femmes l'ont réclamé, on les leur offre sur un plateau d'argent. En d'autres autres termes, on accorde des gratuités à des hommes qu'on n'a même jamais songé à offrir aux femmes. Puis, honnêtement, soyons francs 2 minutes, le tampon, l'homme, il va se le rentrer où, au juste? Fin de l'histoire. Puis admettons qu'ils réussissent à se le rentrer quelque part parce que chirurgie. Ça va servir à quoi? Cet exemple est assez parlant. Mais j'en ai un autre. Dans le même registre menstruel et également tiré du livre, on a aussi la compagnie Always, qui vend des tampons et des serviettes sanitaires, qui a produit un guide sur la puberté destiné aux parents et dans lequel les filles sont présentées comme des personnes ayant des organes reproducteurs féminins. À aucun moment, les mots fille ou femme n'y figurent. Et cette même compagnie ose ensuite faire la leçon à sa clientèle sur l'importance de ne pas user d'euphémismes et de nommer les menstruations telles qu'elles sont. Bref, de nommer un chat, au lieu d'utiliser des termes un peu moqueurs comme être dans sa semaine, qui, toujours selon cette même compagnie, traite les règles comme un problème duquel il faudrait avoir honte. Donc, selon Always, ne pas nommer les choses tout à fait réelles de la vie humaine, choisir d'autres termes pour ne pas avoir à les nommer, c'est en vérité les traiter comme une chose honteuse. Mais, nous écrit Sophie Durocher, en cachant le mot fille, ne fait-on pas exactement la même chose? L'auteur déplore également ce qu'elle qualifie de réduction des femmes à un sac d'organes. Et ce phénomène passe par le remaniement et la déformation des termes liés à l'anatomie pour conforter une minorité trans virulente et carrément revancharde, car, et ça c'est mon analyse personnelle, quand t'en écoutes certains s'exprimer, déblatérer, tu dénotes une haine plus ou moins vive. Try to stop me from using the bathroom as a transgender individual. Try to stop. Transgender individuals have been using the bathroom for far longer than you've been complaining about it. You won't stop me from using the bathroom. Excreting waste is a human right. Mais aussi un désir de vengeance contre le système, contre les hommes en général, aussi large et hétéroclite cette catégorie puisse-t-elle être, mais surtout l'homme blanc hétérosexuel quand il leur faut un épouvantail, une tête de turc, une cible plus précise, bien que toujours floue et extrêmement hétéroclite, et surtout une cible très facile en fait. Mais il existe aussi, au fond de tout ça, une haine des femmes. Pourquoi vous pensez que le terme cisgenre et le terme TERF existent? Il y a une véritable volonté de vengeance symbolique à l'encontre de ces dernières. On pourrait parler de jalousie aussi. Certaines personnes trans se revendiquent plus femmes que les femmes elles-mêmes, parce qu'elles l'ont choisi. Je m'excuse, mais quand tu sors ça, les jupons de la soif de vengeance, de l'appétit pour l'écrasement symbolique de la femme, et celui de la haine de la femme elle-même, y dépassent rien qu'un peu. Bref,
D'entrée de jeu, il y a l'une des affirmations de l'auteur avec laquelle je suis en désaccord. Ou plutôt que j'aimerais nuancer un peu. Après nous avoir cité quelques pas de reculons de la situation des femmes en Occident, Sophie Durocher écrit ceci: « On recule au lieu de progresser. » Pourquoi? Parce que les femmes de la jeune génération sont trop gentilles, trop conciliantes, trop inclusives. Elles ne veulent pas choquer ni offenser. Il ne faut surtout pas faire de peine à qui que ce soit. Déjà, non, les femmes de la jeune génération sont loin d'être gentilles. La preuve, il n'y en a aucune qui veut coucher avec moi. Plus sérieusement, je suis en désaccord avec cette affirmation, car je ne dirais pas que ces femmes-là, sous-entendu ici les néo-féministes, acquiescent, voire encensent tous ces dérapages et mouvements de revendication d'un bord et de persécution de l'autre par excès de gentillesse. La vérité est bien plus plate que ça. En vérité, les femmes de la nouvelle génération l'ont juste eu trop facile d'un point de vue sociétal et civilisationnel. C'est pas pour rien qu'en France, les grand-mères musulmanes portaient moins le voile que leurs petites filles pourtant nées en France. Même affaire. C'est une question de lieu de naissance et de conscience, de connaissance de ses droits acquis. Quand tu nais dans la ouate, dans une liberté complètement acquise, ancrée dans les lois d'État, tu ne connais pas le coût de cette liberté, et tu ne sais pas que toute liberté, tout droit, est révocable à tout moment. Tu ne sais pas non plus que la démographie joue un rôle majeur dans tout ça. Toute loi peut être effacée. Tout code civil, tout code pénal peut être complètement réécrit, n'importe quand. Il ne suffit que d'une élection bien souvent, pour le meilleur et pour le pire. J'ai pas envie de faire un parallèle avec Soumission de Michel Houellebecq, mais j'ai complètement envie de faire un parallèle avec Soumission de Michel Houellebecq. Là, à tous les QI négatifs qui vont me dire « Ouais, mais 2022 est passé, il s'est fourré ton Houellebecq, maudit hostie de gros lait. » Vous vous limitez à une date. Fin du débat. En ce sens, donc, non, ce n'est pas par gentillesse que les jeunes femmes principalement, cèdent ainsi leur place chèrement acquise. C'est par inconscience, par bêtise dirais-je même, par une naïveté assez vilaine et qui leur sera, je le crains, fatale. C'est pas pour rien que de faux débats tels le manspreading ou le manterrupting sont mis sur la même échelle de gravité que de réels problèmes qui entachaient nos sociétés, jadis naguère, tels que l'inégalité salariale ou l'interdiction au droit de vote des femmes. Car pour les jeunes femmes québécoises, ce sont les seules oppressions sexistes qu'elles subissent. Ou du moins, ce sont les seules oppressions qu'elles admettent publiquement subir, ou desquelles elles ont la permission idéologique et médiatique de traiter. Tu verras jamais un article d'Urbania sur ça, mon gars, je te le garantis. Et comme celles qui détiennent la parole publique autorisée font partie de cette petite clique d'aveuglés chronocentrés, qui englobe aussi une masse de gars, soit dit en passant, eh bien, on n'est pas sorti du bois. Je suis d'accord que les conciliations en soient partiellement responsables, mais pas la gentillesse. Je le dis et je le répète, la gentillesse n'a strictement rien à voir là-dedans. C'est pas une question de bonté, c'est une question de crédulité. C'est de l'inconscience pure. L'inconscience face à un danger, voire à un enfer à venir, qu'il soit imminent ou encore lointain. Mais bon, on passera pas 4 heures là-dessus, c'est dit, passons à autre chose. C'est un livre globalement très intéressant et qui se dévore. Je l'ai lu vite et j'ai adoré. L'auteur nous y parle aussi de l'absurdité suivante, soit un communiqué de la docteure Teresa Tam, un avertissement au sujet de la syphilis, ça aurait été le fun que je le lise à l'avance, câlisse, dans lequel on parle de personnes enceintes. Oui, des personnes enceintes. Regardez, je ferai pas durer l'affaire 3 heures de plus juste pour ça. Je vais me contenter de vous citer le point, la question qui tue. À gauche, il y a cette volonté de nous faire croire que les femmes ne sont pas les seules à pouvoir tomber enceintes, et ça joue d'une multitude de pirouettes mentales pour nous faire avaler de force cette imbécilité-là. Mais ok, c'est leur point, on va le laisser comme ça. Mais pourtant, à côté, cette même gauche désire réserver le droit de parole aux femmes sur le débat entourant l'avortement. Est-ce que vous saisissez l'énorme incohérence idéologique?
Pourtant, je veux dire, si nous toutes et tous, nous pouvions toutes et tous tomber enceintes.e.s, ben pourquoi seules les femmes devraient avoir le droit de s'exprimer sur la question de l'interruption d'une grossesse? Voilà. Vous savez vous-même que vos hosties de conneries ne font aucun sens. Puis dans le même registre de volonté d'invisibilisation des femmes, on a la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOC, qui nous a sorti de son trou arrière un beau lexique dont le but est de déstigmatiser le langage des médecins lorsqu'ils s'adressent à leurs patients issus de la communauté LGBT. OK. Ce lexique invite à cesser d'utiliser le terme vagin, ce qui est très bien réfléchi, à mon avis, puisqu'un homme, quoi qu'il fasse, n'aura jamais de vagin. Alors bon, je suis d'accord avec eux sur ce point-là. Réservons le terme vagin à nos chères et moins chères femmes. Pourquoi je sens que je me les suis pas mis dans la poche pour autant? Dans ce lexique de merde, il est jugé plus adéquat d'utiliser le terme trou avant plutôt que vagin. Trou avant. Hey madame, je peux-tu voir ton trou avant? Non, c'est malaisant à dire. J'aime mieux lui dire direct, montre-moi ta plotte, quand je viens à peine de la croiser dans le métro. C'est mieux. Ça fait plus ordonné. Non, je fais bien des farces, là, mais pour vrai, l'hostie de fmoc, elle mérite rien que ça, que je me fmoque d'eux autres. Hostie. Bref, plus sérieusement, trou avant. C'est sérieux. Aussi, au lieu de clitoris, la FMOC invite à utiliser le terme micro-pénis. Je m'excuse, mais un pénis, aussi rikiki soit-il, il peut uriner et il peut éjaculer. Plus son possesseur est jeune, et plus son possesseur est âgé, et moins ces deux choses-là se font sur commande, certes, on va se le dire. Mais quand même, un pénis, ça peut faire ça. Même les plus petites graines en sont capables. Je le sais en tabarnak. Si tu me crois pas, tu demanderas à ton père, il va te le confirmer. C'est d'ailleurs exactement à cause de ça que ta mère vient me voir à tous les soirs dans mon lit. Faut bien que je comble le manque de verges virilement bandées dans sa vie à cause de ton père et de sa micro-queue. Trêve de blague. Plus sérieusement, un clitoris, ça ne peut ni jouir, ni pisser. Ça participe à la jouissance de la femme, à ses orgasmes, à son plaisir sexuel. Je sais comment un corps de femme fonctionne, je sais comment l'orgasme féminin fonctionne, j'ai vu des films là-dessus. Mais il n'y a rien, strictement rien, qui va sortir du clitoris en lui-même, contrairement au pénis. Donc rien que d'un point de vue purement technique, la comparaison marche même pas. Puis d'un point de vue plus symbolique, c'est hideux en tant que société d'en revenir là. Puis oui, je dis revenir. Tu réalises que c'est juste, surtout, régressif, quand on sait que longtemps le clitoris a été boudé des livres traitant l'anatomie. Puis bon, on dit vouloir exclure le terme vagin pour ne pas offenser ou rejeter les hommes qui s'identifieraient comme des femmes. Mais qu'en est-il des femmes qui se sentiraient hommes? Dans leur cas, le terme micro-pénis ne serait-il pas, naturellement, tout aussi excluant et stigmatisant pour elles que le mot vagin ne le serait lui-même pour les hommes qui se disent femmes? Parce que, veut pas, un pénis, c'est toujours masculin. Ça a une connotation masculine et c'est toujours inhérent au maître, je veux dire à l'homme. Je pose ça là. Puis aussi, Chris, si selon la FMOC, les termes micro-pénis et clitoris sont interchangeables, ça veut juste dire que si je vais les voir, ils vont me dire que j'ai un clitoris. C'est pas le fun. D'ailleurs, dans le livre, il est question de la petite polémique qui a secoué le Québec lorsque Gabriel Bouchard, un homme biologique, a été mis à la tête de la FFQ. Ça a fait scandale, en quelque sorte, et à juste titre, car ça soulevait la question suivante. Comment un homme biologique peut-il représenter toutes les femmes correctement? Comme il ne vit pas ce qui est inhérent au fait d'être une femme, notamment les menstruations. Puis sortez-moi pas le faux contre-exemple des filles de moins de 12 ans ou des femmes ménopausées parce que ce contre-exemple-là vaut strictement rien. Mais la question soulevée par sa nomination est très légitime, et l'auteur se range plutôt du côté de ceux qui étaient inconfortables à la vue de son arrivée à la présidence de la Fédération des femmes du Québec.
tout en appelant Bouchard Madame et en utilisant constamment des pronoms féminins pour parler de lui. L'auteur se tire violemment dans le pied, fragilise la crédibilité à la fois de son propos et de sa position. Certes, dans le livre, l'auteur explique qu'elle n'a rien contre une personne qui transitionne, nous présentant même l'exemple de l'un des membres de sa famille qui a changé de sexe. Ok, c'est beau. Or, il est incohérent d'adopter ces deux positions. Tu ne peux pas avancer que la présidence de Gabrielle Bouchard va à l'encontre de ce qui serait une juste représentation des femmes, tout en l'appelant Madame. Ça donnerait vraiment envie aux plus moqueurs d'entre nous de rétorquer « si c'est une Madame, de quoi tu te plains alors? » C'est très contre-productif, ne serait-ce que pour le propos du livre en lui-même. Car Gabriel Bouchard était un homme biologique, est un homme biologique et le demeurera. Tout ce qu'il y a ici, ça vaut rien. Le genre et l'expression de genre et tout le tralala ne comptent qu'à l'échelle individuelle. Ce n'est pas observable, ça ne vaut rien. D'ailleurs, dans ce passage, l'auteur répond à des propos tenus par Gabriel Bouchard en affirmant qu'en effet, on ne peut défendre que ce qu'on a vécu. C'est faux. Pas besoin d'avoir vécu quelque chose de spécifique pour le défendre, et pas plus pour le dénoncer, soit dit en passant. Je précise parce que de plus en plus de gens ont tendance à penser le contraire. Bref. Sur ce, on va s'arrêter là pour le volet de l'ennemi progressiste des femmes, et on va s'attaquer à l'aspect le plus sensible de ce livre, l'ennemi intégriste des femmes. Ceux qui connaissent le sujet, vous savez exactement où on s'en va. L'islamisme et les femmes. Et ces mots à eux seuls viennent de me mettre sur une liste de gros barbus à Kalachnikov qui vont vouloir m'apprendre à respecter la religion d'épée et d'amour en faisant de moi un Lego humain. Mais bon, je risque rien, ces gens-là n'ont pas Internet. Je suis correct. Pour rentrer dans le sujet, qu'on soit clair, le voilement des femmes, parce que c'est l'un des sujets dont traite cette partie du livre, n'a rien de féministe. Draper une femme sous prétexte que dans le cas contraire elle serait impudique n'a rien de féministe. C'est littéralement commander la vie et les choix des femmes à leur place. Là, il y a des petits fins finaux qui vont me dire que le vrai féminisme, c'est de laisser les femmes choisir leur habillement. Puis là, ils vont me sortir le faux exemple de la mini-jupe comparée au voile islamique. Dans le sens que si une femme souhaite porter une mini-jupe ou un voile, c'est féministe de la laisser choisir. Oui, certes. Mais ça fait pas pour autant du voile un choix féministe. C'est comme quand l'autre cruche de l'UQAM prétendait que faire du porno c'est féministe. Tu peux être une actrice porno et te revendiquer féministe, nonobstant la crise de dissonance cognitive que ça implique, mais ça veut pas pour autant dire que ton activité pornographique est en tant que telle féministe. C'est la même chose pour le voile. Tu peux te dire féministe et le revêtir, c'est pas pour autant que factuellement le voile serait féministe. Et ça fait encore moins du voile un symbole de féminisme. Contrairement à ce que certaines campagnes essayent de laisser croire. Contrairement à la mini-jupe, qui elle a réellement, il y a encore quelques décennies, servi un dessin féministe. Mais vous voulez savoir pourquoi, ultimement, les voiles islamiques sont absolument incomparables à la mini-jupe? Oui, Jean Humour Poche, c'est aussi à cause de la quantité de tissu de l'un et des autres, mais c'est aussi, simplement, principalement, parce que aucun pays sur Terre ne force les femmes à porter des mini-jupes. Aucun pays. Aucun. Par contre, le voile islamique... ouais. C'est une autre histoire. Voilà pourquoi le voile islamique, le voilement des femmes, ne sera jamais féministe. Après, est-ce qu'une femme peut choisir de son propre chef d'arborer un voile islamique quelconque? Oui, bien sûr. Mais il existe toutes sortes d'influences, explicites ou implicites. L'influence de la communauté, l'influence de la famille surtout, sans compter l'influence tacite d'un conjoint qui tendent à l'y conduire. Et ignorer tout ça, c'est jouer à l'autruche. Mais au-delà même du voilement très discutable des femmes, il y a le voilement des fillettes qui est lui-même assez criant de la moralité inversée de ceux qui imposent et ou encensent le port du voile. Car derrière le voilement des femmes, il y a cet objectif, d'une part de les effacer visuellement de l'espace public, de les astreindre à ce rôle sombre de figure muette dans le fond d'une pièce, qui ne préserve son unique valeur, soit une fausse pudicité, uniquement si elle demeure couverte. Mais surtout, il y a le but avoué de les soustraire au regard concupissant des hommes,
de les préserver de potentiels regards charnels de la part des hommes, et donc d'aider ces derniers à contenir leurs pulsions. Bon, c'est très efficace, faut l'avouer, surtout quand on voit les taux de viol qui crèvent le plafond dans les pays qui imposent pourtant le voile. Continuez, vous l'avez la solution. Cette vision de la chose, cette pudeur désincarnée est extrêmement malsaine. Premièrement, ce n'est pas de la pudeur, parce que la pudeur ne se mesure pas par son habillement. C'est de l'emprisonnement, de la contrainte, de la soumission. Quelqu'un peut être couvert de la tête aux pieds, mais agir de la manière la plus impudique qui soit. Prenez par exemple les rappeurs qui brandissent leurs liasses de billets dans leurs clips de musique pour se vanter d'avoir du cash d'une manière assez obscène. Ils sont tout habillés complètement, mais leur démarche n'est aucunement pudique. La pudeur, en gros, c'est ne pas faire étalage de ses avoirs. Et veut pas, une femme qui se promène en haut court et en mini-jupe n'est pas forcément impudique parce qu'elle ne fait pas forcément étalage de toute cette richesse corporelle dont l'a potentiellement pourvu Dame Nature. Puis ça se comprend assez vite quand on constate que des femmes de tout type de physique et de tout type de beauté peuvent porter les mêmes vêtements échancrés. Donc bon, considérer d'emblée les vêtements courts comme étant impudiques, c'est faire preuve d'un sérieux manque de rigueur intellectuelle. Et tous ceux, principalement les féministes autoproclamés, donc les néo-féministes détestables, qui par inculture, voire par stupidité, nomment ça de la pudeur, insultent absolument toutes les femmes, dont elles-mêmes, puisque l'écrasante majorité de ces femmes ne sont pas voilées, sans même s'en rendre compte. Ils insinuent, sans le vouloir, que puisque la femme voilée est pudique car voilée, la femme dévoilée serait impudique, dévergondée, vulgaire, immorale. Bref, par leur prétendue tolérance, par leur ouverture d'esprit à sens unique, ils jettent l'opprobre sur elle, sur la femme qui a simplement envie de se balader, la chevelure au vent, sentant le soleil ou la brise caresser sa peau. C'est une idéalisation obscène du voile, une fétichisation dirais-je même, au détriment des femmes qui désirent se balader librement vêtues, ici donc désignées comme les impudiques comparativement aux voilées qui auraient choisi la pudeur. C'est une insulte, un jugement déplacé, un fort jugement de valeur, souvent involontaire en plus lorsque provenant de militants non musulmans, à l'égard de toutes les femmes qui ne se voilent pas. Un peu à la manière du NYPD, le département de police de New York, qui, en 2014, célébrait la Journée mondiale du hijab, un événement dégueulasse, en reconnaissance, et je les cite, des millions de femmes musulmanes qui choisissent de porter le hijab et de vivre une vie de modestie. Encore une fois, une ligne explicite est tracée entre les femmes voilées et les autres, qui seraient inhéremment impudiques. Cette culpabilisation des femmes est absolument répugnante. Maintenant, puisque c'est commode et le livre le fait lui aussi, je vais profiter de l'occasion pour parler du fameux événement du World Hijab Day, ou comme tout esprit honnête le qualifierait, journée de l'islamisation positive de l'Occident. Parce que je m'excuse, mais cette immondice n'existe qu'en Occident. Parce que dans les pays islamiques où le voile est déjà mandatoire, à quoi ça sert une journée du voile? La vie là-bas est déjà une journée du hijab. Avec des particularités agréables telles que l'emprisonnement si tu le retires, ou la répudiation par ta famille qui te verra ensuite comme une honte, voire une mort par crime d'honneur parce que tes cheveux à l'air, grosse pute, ont déshonoré ta famille. C'est plaisant. Parce que la journée mondiale du hijab invite explicitement les femmes non musulmanes à essayer le hijab. Bref, c'est un appel à une islamisation mentale absolument décomplexée. Et surtout, ça impose un rapport obligatoire entre foi musulmane, intérêt pour l'islam et voilement. Alors pourtant qu'il existe plein de musulmanes qui ne portent pas le voile. Mais cette journée à la con les culpabilise. Après, ça s'étonne que l'islam soit aussi mal vu quand c'est littéralement la seule religion à y aller d'autant de prosélytisme. Et même d'un point de vue religieux, je ne comprends pas comment les musulmanes peuvent laisser passer cette journée exécrable sans même s'en offusquer. Parce que leur symbole religieux est le principal concerné de cet événement. C'est littéralement l'objet de fête de cet événement de marde-là. À leur place, j'en serais insulté. Mais là, je parle pas de celles qui nous détestent viscéralement. Elles sont bien ravies de voir les salopes occidentales s'islamiser tranquillement pas vite. Comment peuvent-elles endosser, ou du moins ne pas s'indigner, d'une journée qui traite littéralement le voile islamique, donc leur symbole religieux, comme un déguisement d'Halloween?
comme un simple accessoire tendance, le fun à porter pour l'événement du moment. Parce que c'est littéralement ça, le World Hijab Day. Outre tout l'aspect prosélyte de cet événement islamophile de merde, cette journée traite le voile, principalement le hijab, comme un costume que t'es invité, fille, à enfiler aujourd'hui parce que aujourd'hui est une occasion spéciale. Quel autre jour dans l'année se vêtit-on différemment car c'est une occasion spéciale? Si une femme enfile une burqa à l'Halloween pour le plaisir, c'est juste une maudite raciste qui fait de l'appropriation culturelle. Mais si une femme enfile une burqa pendant le World Islamization Day pour le plaisir, c'est une belle chose. Bref, continuons sur le voile, parce que j'aime vivre dangereusement. Naturellement, l'auteur ne pouvait traiter de l'épineuse question du voile islamique sans parler du burkini. Bon, et on arrive ici avec un nouveau désaccord que j'ai avec l'auteur. Au sujet du burkini, donc, Sophie Durocher écrit ceci. Ma position sur le burkini est claire. C'est une chape de plomb sur le corps des femmes. Il ne faut pas l'interdire, mais plutôt le dénoncer sur toutes les tribunes, puisqu'il invite la femme à s'effacer sur la place publique. Je suis d'accord sur le fond, mais pas du tout sur son refus de l'interdire. Parce que je vais être clair, et donc concis, on ne règle strictement rien en se contentant de le dénoncer. Il faut légiférer, il faut de véritables interdictions. Parce que si tu te contentes uniquement de dénoncer sans interdire, donc de blablater sans agir, les principaux concernés se contenteront de t'ignorer. Toutefois en continuant, eux, d'agir. Là, pour conclure sur ce thème du voilement, revenons à ce que je disais plus tôt. Les nombreux exemples cités dans ce livre prouvent que les femmes, et les Occidentaux de manière générale en fait, ne connaissent ni le prix de la liberté, puisqu'ils sont nés dans son nid douillet, et ne connaissent qu'encore moins sa terrible mortalité. Déjà, pour faire plaisir aux cyniques, sélection naturelle, aucune liberté n'est acquise. Aucune. Et vos filles vous en voudront. Bon, sur ces paroles que j'espère sincèrement plus paranoïaques que prémonitoires, changeons de sujet. L'auteur affirme que le sujet des féminicides échappe à toute partisanerie, mais malheureusement, c'est faux. Il n'y a qu'à voir les féminicides, et plus largement les homicides même, voire les infanticides, desquels il est autorisé de traiter. Et ensuite les comparer avec ceux qui vous enverront directement croupir sur le banc des accusés, avec une belle étiquette de facho collée sur le front. Bon, hormis ces légers désaccords, ces nuances apportées, ce chapitre, comme l'ensemble de cet ouvrage, demeure extrêmement pertinent et terriblement édifiant. Sur ce, c'est ce qui conclut cette vidéo. Achetez ce très bon livre, et si vous avez envie de découvrir un roman qui aborde d'importants enjeux sociaux, procurez-vous mon excellent roman Le Spectateur de leur film. Abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de ma production littéraire et audiovisuelle. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Seconds before I lose my temper, stomp your head in. Oh my God, aggression. Fuck yeah, I'm American. Sometimes arrogant, I'm aware of it. Take that fucking towel off your head. I don't like the way you wearing it. A la Akbar, sick of hearing it from terrorists. In our homeland, little kids popping sands, walk around skinny pants. Where the fuck are mom and dad? But I'm supposed to honor that. Sorry, Yana, I object, and by object I mean I'm coming at your motherfucking neck. Fuck a threat, no pretending, bitch. I know what my gender is. You think I'm offensive? I think you too fucking sensitive. Sense of this, I don't give a fuck or a blur middle finger. You more pussy than my little sister.